Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, très honoré d'être avec vous ce soir. J'avoue qu'au moment où on m'a invité, qu'on m'a demandé si je voulais parler des échecs, je me suis dit mais en fait est-ce que c'est ça, est-ce que je dois prendre ça comme un compliment? Et finalement je vais avouer quelque chose ce soir que peu de personnes savent, c'est que je suis un SDF. Et en fait je suis devenu un SDF parce que j'ai eu un certain nombre d'échecs et que, heureusement, j'ai aussi eu quelques réussites. Mais j'ai beaucoup appris de mes échecs, j'ai beaucoup appris des échecs des autres. Donc SDF, ça veut dire sans difficulté financière. Alors, j'ai peu de temps, donc je vais essayer de vous donner quelques clés de réflexion par rapport à l'échec, des choses que j'ai apprises au fil de ma carrière. La première, c'est qu'il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un échec. L'échec, c'est simplement de ne pas obtenir ce qu'on avait souhaité. Il n'y a pas de mal. On peut aussi ne pas obtenir ce qu'on souhaitait. Parfois, en obtenant autre chose que ce qu'on souhaitait, parfois, c'est encore mieux que ce qu'on souhaitait. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est parfaitement normal d'avoir peur de l'échec. Celui qui n'a pas peur de l'échec va être beaucoup trop téméraire et va partir tête baissée. Et franchement, ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc la peur de l'échec, elle permet de tempérer les choses. Alors, il y a trois causes d'échec. La première, ce sont les circonstances. On peut manquer de chance, et ça arrive, donc ça c'est la vie. La deuxième cause d'échec, c'est l'être humain, les équipes. Et puis la troisième cause d'échec, c'est le projet lui-même. Alors je vais passer rapidement en revue ces trois causes d'échec. Alors face à la malchance, quel remède ? Eh bien, je ne peux que vous recommander la prière, parce que franchement, je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer. En ce qui concerne le facteur humain, là, il y a quand même quelques clés. Alors, la première clé, c'est de bien choisir son équipe. Pas une équipe comme celle-ci. Je vous laisse lire parce que ça doit vous rappeler quelques souvenirs. La deuxième clé par rapport au facteur humain, c'est le discernement. Le discernement, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe, c'est à identifier les opportunités, c'est aussi à identifier les dangers auxquels on peut être exposé. Donc, il y a des gens qui ont plus de discernement que d'autres. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'être à l'écoute. Parce que celui qui fonce tout seul, c'est quelqu'un qui va être téméraire, qui pense tout savoir. Et je pense que cette capacité d'écoute, de prêter attention à ce que les autres disent, permet de rester les pieds sur terre, donc d'être réaliste. Quatrième clé, c'est de ne pas se laisser bloquer par ces peurs bloquantes. Alors, parmi les peurs classiques, il y a la peur de perdre du temps, de l'argent, il y a la peur de faire quelque chose qui peut affecter sa famille, son couple, il y a le regard des autres, il y a aussi l'image que l'on projette de soi, et souvent on a peur de ce que les gens vont penser de nous. Alors, moi je vais prendre un exemple au hasard. Je dois vous dire que j'ai eu une carrière de serial entrepreneur. Et puis un jour, on m'a demandé de créer le premier cours d'entrepreneuriat de Suisse. C'était à l'EPFL. Mais à ce moment-là, il y a 25 ans, j'avais une peur maladive de parler en public. Et c'était complètement bloquant. Et pourtant, j'ai appris, je m'y suis mis, et puis aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Donc tout ça pour vous dire que... Et comment j'ai fait ? En fait, je me suis dit, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver ? Eh bien, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est que les gens disent « Raphaël Cohen est ennuyeux ». Alors, comme je ne suis pas le seul, ça ne m'a pas trop dérangé, et finalement, je me suis jeté à l'eau, et maintenant, ça va un petit peu mieux. Cinquième clé, c'est la confiance en soi. Alors, pourquoi on a besoin de la confiance en soi ? Eh bien, parce que sans confiance, on ne peut pas être courageux. Et il faut du courage dans la vie, si on veut être un entrepreneur. La confiance en soi, c'est ce qui donne la permission de se lancer. On se dit, au fond, c'est à ma portée. C'est aussi la confiance en soi qui nous permet de rebondir face à l'adversité. Donc,
pour moi, la confiance en soi, elle est absolument centrale. Elle est aussi centrale pour pouvoir identifier les opportunités, parce que quand je vois une opportunité passer, si je me dis je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas assez confiance dans mes capacités, eh bien évidemment, je vais perdre cette opportunité. Alors que si j'ai confiance dans ma capacité à me débrouiller à l'intérieur de cette nouvelle opportunité, eh bien au contraire, je pourrais en profiter. Donc en fait, la confiance en soi, c'est l'antidote de la peur et aussi l'antidote de la malchance. Parce que face à la malchance, eh bien on va oser rebondir. Prenez l'exemple d'un enfant. Avant qu'il n'apprenne à marcher, il va tomber jusqu'à 2000 fois. Mais aucune fois pendant qu'il tombe, il ne va se dire « je n'y arriverai pas ». Il se dit « je vais y arriver ». Et c'est parce qu'il a cette confiance en sa capacité à y arriver qu'il va se relever et qu'il va réussir à apprendre à marcher. Malheureusement, quand on grandit, on perd un petit peu cette capacité. Donc, je me permets un conseil à tous les parents qui sont présents ici. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de les aider à développer leur confiance en eux. Ce n'est pas en leur disant ce que tu as fait n'est pas assez bien, c'est au contraire en leur disant ce que tu as fait est déjà très très bien et on va maintenant voir comment on peut faire encore mieux. Donc ça, c'est le plus beau cadeau. Sixième clé, c'est la formation. Parce que qu'est-ce que c'est que la formation? C'est de profiter de l'enseignement de ceux qui sont passés avant pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ça donne les compétences qui vont permettre de développer des projets. Ce sont les compétences qui vont permettre de savoir comment mieux comprendre et connaître ses clients, et aussi comment mieux comprendre le marché, les acteurs, les parties prenantes, etc. Pardon. Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote à mon sujet. C'est que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'étais un étudiant, enfin un élève tout à fait moyen. Et puis je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai lu un livre qui expliquait comment apprendre à étudier. Eh bien, depuis ce jour-là, je suis devenu premier de classe. Et ça m'a appris qu'avec de la méthode, alors, il y a le talent, il y a tout ce que... Laissons ça de côté, mais avec de la méthode, je suis passé d'un élève moyen à un élève premier de classe. Et le grand avantage que ça m'a apporté d'être premier de classe, c'est que mes parents m'ont lâché les baskets. Parce que quand on a des bonnes notes, eh bien les parents, ils acceptent tout. Donc j'ai acheté ma liberté grâce à ça. Donc ça m'a montré que quand on apprend les outils, eh bien on se facilite considérablement la vie. Et en fait, j'enseigne l'entrepreneuriat, l'innovation, l'intrapreneuriat. Si je le fais, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a des outils. Alors parlons maintenant un petit peu des projets. Alors, vous avez ici une statistique un petit peu déprimante, en tout cas pour les chefs d'entreprise. 30% de tous les projets qui sont lancés, et quand je parle de projets ici, je ne parle pas juste de projets innovants, je parle de tout projet. Nouveaux produits, mais aussi nouvelles méthodes de marketing, nouvelles stratégies de communication, etc. Donc c'est une analyse très générale qui a été faite. Donc 30% des projets sont interrompus avant aboutissement, 30% sont réalisés avec retard et 50% coûtent plus cher que prévu. Alors vous allez me dire, mais ça fait plus que 100%. Oui, il y a ceux qui cumulent. Et la réalité, c'est qu'il n'y a que 12% qui sont réalisés dans le délai, dans le budget. Eh bien, franchement, c'est assez lamentable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais au fond, pourquoi? Et mon analyse, c'est que beaucoup de projets sont lancés sans avoir été étudiés correctement. Donc ça veut dire qu'il y a eu un mauvais calibrage au stade du pré-projet. J'appelle le pré-projet la phase antérieure à la décision de le lancer. Et c'est d'ailleurs une des raisons d'être d'une nouvelle norme qui est sortie en 2023, qui a été adoptée par 42 pays, dont la Suisse, qui est la norme 56007, qui se préoccupe justement des questions à se poser en amont. Alors, nous avons fait une petite étude avec des patrons d'entreprises en Europe et on leur a demandé quels sont les critères que vous utilisez pour évaluer des projets. Et en moyenne, ils nous ont donné 6 critères. On n'a même pas évalué la qualité des critères, je vous donne juste le nombre.
Le minimum, c'était 3, le maximum, c'était 9. Et la réalité, c'est qu'il y a au moins 11 questions indispensables à se poser. Ça signifie que s'il y a 11 questions incontournables, quel que soit le projet à se poser, et qu'on ne s'en pose que 6 en moyenne, à supposer que ce soit les bonnes, ça veut dire qu'il y a au moins 5 angles morts qui peuvent tuer le projet. Donc, ma 7e recommandation, qui s'adresse aussi bien aux entreprises, mais aussi aux porteurs de projets, c'est travailler bien votre pré-projet. Alors, il y a un modèle qui s'appelle le modèle HIPOP, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que je ne peux que vous recommander, mais la norme a repris le modèle HIPOP pour dire quelles sont les meilleures pratiques d'excellence pour analyser un projet au stade du pré-projet. Alors, je ne vais pas vous parler de la norme, je vais juste vous souligner un élément qu'elle contient et qui me paraît très important. C'est que tout projet, quel qu'il soit, a des inconnus. Et l'inconnu, c'est l'angle mort. L'inconnu, c'est ce que je ne sais pas. Et ce n'est pas du tout la même chose qu'un risque, parce que l'inconnu, c'est juste un manque d'information. Le risque, c'est un événement qui peut survenir et qui peut affecter mon projet. Alors, quels sont les inconnus? Vous avez des inconnus technologiques. Est-ce que la technologie peut faire ce que j'aimerais qu'elle fasse? Vous avez des inconnus de marché. Est-ce que les clients veulent vraiment acheter? À quelles conditions? À quel prix? Etc. Vous avez des inconnus d'organisation. Quelle organisation je dois mettre en place pour un projet que j'ai en tête? Vous avez des inconnus au niveau des ressources. Quelles ressources j'ai besoin? Quelles compétences j'ai besoin? Etc. Et puis vous avez des inconnus au niveau de l'acceptabilité des parties prenantes. À quel point les parties prenantes peuvent soutenir le projet? Alors moi j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 300 projets intrapreneuriaux dans des grandes organisations. Et je peux vous dire que bien des projets qui étaient excellents ont capoté à cause d'un problème de parties prenantes. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là, et c'est pour ça que je le mentionne. Donc, vous avez aussi des inconnus réglementaires, et l'enjeu, c'est que faire l'inventaire des inconnus, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir contre l'échec. Pourquoi? Parce qu'on fait le catalogue des difficultés auxquelles on va être confronté. Donc, le plus grand défi, c'est d'en identifier le plus possible. Et pour cela, effectivement, le modèle HIPOP est un outil qui est très utile. Et il y a aussi un logiciel pour ceux qui veulent se faire aider par l'informatique. Donc, la 8e clé que j'aimerais partager avec vous, et ce sera la dernière ce soir, c'est de savoir tuer les projets très tôt. Donc, ce n'est pas un hasard si cette norme s'appelle 56007. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le destin divin. Et j'aimerais vous encourager à être très sélectif et à vraiment vous poser la question. Que vous soyez patron d'entreprise ou que vous soyez porteur de projet, il ne faut pas s'embarquer sur des projets qui vont vous faire dériver ou qui vont dérailler. Donc, je vais conclure avec une citation de... Non, je ne vais pas conclure, c'était juste une menace. Je vais juste vous donner une citation de Bill Gates qui dit « Les bons entrepreneurs ne sont pas des cow-boys, ce sont des gestionnaires méthodiques du risque. » Et être méthodique, c'est de vraiment faire une bonne analyse du pré-projet pour ne pas partir tête baissée comme Rambo. Alors, je récapitule rapidement tout ce que je vous ai dit parce que je suis sympa. D'abord, entourez-vous d'une bonne équipe. Ensuite, cultivez le discernement, soyez attentifs, essayez de comprendre ce qui se passe. Faites preuve d'ouverture, d'écoute pour ne pas être seul à foncer. Ensuite, relativisez les peurs bloquantes. Finalement, on a peur de choses qui ne méritent pas qu'on en ait réellement peur. Développez votre confiance en vous. C'est ceci qui va vous donner la capacité à rebondir face à l'adversité. Il y aura malheureusement toujours des surprises. Formez-vous, profitez des outils, de ce qui a déjà été appris par les gens qui vous ont précédés. Ne partez pas sans vous équiper. Analysez le projet, le pré-projet suffisamment pour d'abord identifier et cartographier les inconnus. Ça vous permettra de savoir vers quoi vous allez. Ensuite, ça vous permettra d'évaluer l'effort dont vous allez avoir besoin.
et de ne pas vous épuiser en cours de route. C'est comme de partir en montagne, en randonnée. Si vous n'avez pas fait la cartographie du chemin que vous devrez suivre, vous risquez de vous épuiser trop vite. Analysez la faisabilité avant de consommer trop de ressources. OK. Et puis finalement, quand vous avez fait une bonne analyse de pré-projet, vous serez tout à fait prêt à convaincre des décideurs. Et rappelez-vous, les décideurs, ce ne sont pas que les investisseurs, ce sont aussi les porteurs de projets. Parce que s'embarquer sur un projet qui va nous faire souffrir, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc en fait, on est aussi décideur de son propre projet. Dernier point, sélectionner les projets avec rigueur pour tuer tous les projets qui ne méritent pas d'être lancés. Alors, j'ai été très vite. Cette présentation, pour ceux qu'elle intéresse, va vous être transmise par email, si j'ai bien compris. Mais le service après-vente subsiste. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis un passionné par ce sujet et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, je conclus en vous disant les opportunités sont partout, à condition d'accepter les cadeaux que la vie vous offre et d'avoir les outils. Les outils, c'est d'être formé. Là, je prêche pour ma paroisse de formateur. Et finalement, je vous souhaite de dévorer les opportunités et je vous souhaite, alors ça c'est pour vous mettre en appétit pour ce qui nous attend après, et c'est aussi de vous souhaiter de devenir, comme moi, un SDF sans difficulté financière. Je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup pour cette présentation, j'imagine, assez inspirante. En tout cas, il y a des clés qui doivent probablement être notées précisément chez toutes les jeunes pousses entrepreneurs et entrepreneuses. On va parler de vécu, hein. Il y avait un point qui n'était pas abordé dans la présentation. Est-ce que vous avez un exemple où cette confiance en soi a pu faire la différence? Écoutez, j'ai un petit souvenir de mes études, justement, quand j'ai passé mon examen de maturité. C'est un examen oral de mathématiques qui était avec mon prof de maths. Alors, moi, effectivement, j'avais de la facilité, j'étais assez bon en maths, et nous avions 3 questions. Il fallait faire 3 démonstrations au tableau noir. 2 des démonstrations très faciles, pas de problème. Je les ai faites en 5 minutes, j'avais 30 minutes pour préparer mes 3 démonstrations. Et puis la dernière, j'ai calé, je n'arrivais pas à la trouver. Et après avoir fait la première démonstration, après avoir fait la deuxième démonstration, je me retourne et je vois le prof qui est un peu affalé comme ça. Et je lui dis, vous voulez vraiment que je fasse la 3e? Il m'a dit, mais non, c'est bon. Et c'est comme ça que j'ai eu un 6 sur 6 à mon examen de maths. Et je suis très fier de cette note. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'était pas du tout prévu. Je l'ai fait sur le moment. Mais je l'ai fait parce que je savais que j'avais déjà... Cette note ne comptait que pour la moitié de ma note finale. Et que bon, si j'échouais dans cet examen oral, c'était pas la fin du monde. Et donc c'est cette confiance en moi qui m'a permis d'avoir cette audace. Et voilà. Et je vous souhaite à tous de vivre des moments comme ça, parce que moi, il m'est resté. Voilà. Effectivement, on est sur la frontière entre confiance en soi et excès de témérité, mais en tout cas, qui tente rien à rien. On peut remercier le Dr Cohen pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à regarder le parterre. Merci beaucoup.